que le joueur ne connaît pas. Par exemple, le joueur ne connaît pas les règles de jeu. Le jeu est à information incomplète. Si le joueur ne connaît pas les stratégies que l'autre joueur peut jouer ou les actions que l'autre joueur peut jouer, on dit que le jeu est à information incomplète. Si on ne connaît pas le gain obtenu dans chaque situation du jeu, on dit que le jeu est à information incomplète. Si on ne connaît pas, par exemple, le nombre de joueurs dans le jeu, on dit que le jeu est à information incomplète. Par exemple, si vous participez au loto, le jeu est à information incomplète parce que vous ne connaissez pas le nombre de joueurs, parce que vous ne connaissez pas l'utilité obtenue quand chaque joueur choisit son action, etc. Et donc, le loto, par exemple, c'est un jeu à information incomplète. Maintenant, on passe à l'information. Une information, est-ce qu'elle est parfaite ou pas? Ici, par exemple, l'autre joueur, si on sait, par exemple, que l'autre joueur, c'est quelqu'un de confiance, et donc on dit que l'autre joueur, il va nier dans 90% des cas et avouer dans 10% des cas. Cette information dont on dispose, c'est une information imparfaite. Pourquoi? Parce que c'est une information statistique. On sait que avec une probabilité de 0,9, le joueur va nier. On sait que dans 90% du temps, le joueur 1 va nier. C'est une information qui nous dit que le joueur, il a plutôt tendance à nier et donc on pourra partir sur la base que l'autre joueur a nié. Mais est-ce qu'on est certain à 100% que l'autre joueur va nier ou pas? Non. Ça reste une information imparfaite du moment où on n'est pas certain à 100%, du moment où l'information est probabiliste. Et donc, si toutes les informations du jeu sont connues par tous les joueurs, en ce moment-là, le jeu est à information complète. Sinon, il est à information incomplète. Maintenant, si toutes les informations sont fiables à 100% et donc ne sont pas probabilistes, en ce moment-là, le jeu est à information parfaite. Autrement, le jeu est à information imparfaite. Donc, toutes les combinaisons existent. Il y a un jeu à information incomplète mais parfaite. Il y a un jeu avec une information complète et parfaite. Il y a des jeux avec une information complète mais imparfaite, on a dit ça. Et on peut avoir des jeux à information incomplète et imparfaite. Donc, il y a certaines informations qui ne sont pas connues et d'autres qui sont connues mais qui sont imparfaites. J'espère que c'était moins plus clair que la première fois. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si l'information est déterministe, et donc elle est parfaite. On peut parler en termes de déterminisme, mais le terme utilisé dans la communauté de la théorie des jeux, c'est le terme parfait ou imparfait comme information. Mais c'est vrai que l'information, elle peut être statistique ou déterministe. Si l'information est déterministe, elle est parfaite. Si l'information est probabiliste ou est statistique, elle est imparfaite. Je confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bien. Donc, on continue avec les définitions. Une stratégie en théorie des jeux, c'est un plan d'action complet spécifiant ce que le joueur fera à chaque étape de décision et face à chacune des situations pouvant survenir au cours du jeu. Donc, je répète, une stratégie, c'est un plan d'action complet qui spécifie ce que le joueur fera à chaque étape du jeu et dans chacune des situations pouvant survenir au cours du jeu. On rappelle l'hypothèse forte de la rationalité des joueurs. La rationalité parfaite, cela veut dire que le joueur est en capacité de comprendre le jeu.
peut effectuer des calculs et peut raisonner par induction à rebours, donc ce qu'on appelle le backward induction. Donc, c'est la récurrence inverse. Donc, on commence par le résultat et on revient en arrière pour voir si une décision est optimale ou pas. Il y a aussi l'hypothèse de la connaissance commune de jeu. Donc, je comprends le jeu, je sais que les autres joueurs comprennent aussi le jeu et je sais qu'ils savent que je comprends le jeu et qu'ils savent que je sais qu'ils comprennent également le jeu, etc. Et donc, on suppose, dans tout ce qu'on va voir au cours de ce cours, on suppose qu'on a l'hypothèse de rationalité forte. Donc, les joueurs comprennent le jeu, les joueurs sont capables de calculer, de déterminer la meilleure action ou la meilleure stratégie à utiliser face à chacune des situations qui peuvent survenir dans le jeu. Comment maintenant on représente un jeu? Parce que tout à l'heure, on avait défini les typologies d'un jeu, les composants d'un jeu, les joueurs, les actions, etc. Mais comment on va représenter un jeu d'une façon plus explicite. Et donc, on a deux façons de représenter un jeu. La première façon, c'est la forme d'arbre ou la forme qu'on appelle extensive. Elle est adaptée pour les jeux avec des décisions séquentielles. C'est la représentation qu'on a utilisée tout à l'heure pour l'exemple de vote entre Allemagne, France, Italie. Donc, c'était une représentation extensive. Et la deuxième forme, c'est la forme matricielle ou la forme normale. Elle est plutôt adaptée pour les jeux statiques avec décision simultanée, donc, puisque ça permet de représenter le jeu indifféremment de l'ordre de jeu des joueurs. Voilà un jeu sous forme normale ou sous forme matricielle ou sous forme stratégique. Donc, nous avons le joueur 1, nous avons le joueur 2, nous avons l'action X du joueur 1, l'action Y du joueur 2, du joueur 1, l'action U du joueur 2, l'action V du joueur 2, l'utilité du joueur 1 quand il joue X et que l'autre joue U, l'utilité du joueur 2 quand le joueur 1 joue X et l'autre joue U, elle est de 2. L'utilité du joueur 1 quand il joue X et joueur 2 joue V, elle est de 3. L'utilité du joueur 1 quand il joue X, et du joueur 2, pardon, quand le joueur 1 joue X et le joueur 2 joue V est de 1. Quand le joueur 1 joue Y, si le joueur 2 joue U, il obtient 2, sinon il obtient 9. Le joueur 2, si le joueur 1 joue Y, il obtient 5 s'il joue U et il obtient 0 s'il joue V. Vous voyez que cette représentation matricielle, elle permet de représenter le jeu parfaitement, c'est-à-dire elle représente les joueurs, les stratégies ou les actions possibles pour chaque joueur et l'utilité obtenue par chaque joueur dans chaque situation du jeu. Donc, le jeu est bien caractérisé. Et donc, ici, cette forme matricielle ou cette forme qu'on appelle forme normale est plutôt adaptée pour les jeux à 2 joueurs parce que sinon, si on a 3 joueurs, on obtient une matrice 3D. Si on a 4 joueurs, ça sera une matrice 4D et ainsi de suite. Donc, voici la première façon. Un jeu sous forme stratégique est défini par un ensemble N de joueurs. Pour chaque joueur I, nous avons un ensemble de stratégies S de I. Pour chaque joueur I, une fonction de valuation ou d'utilité UI qui va de S1 fois Sn dans R, qui à chaque ensemble de stratégies associe un gain pour le joueur I. Donc, comme on a vu ici, pour un couple de stratégies, on obtient une utilité pour le joueur 1 et une utilité pour le joueur 2. Pour un couple de stratégies, on obtient une utilité pour le joueur 1 et une utilité pour le joueur 2. Et donc, la fonction d'utilité, c'est une fonction d'utilité qui est définie sur le produit cartésien de l'ensemble S1, l'ensemble des stratégies du joueur 1,
fois l'ensemble Sn, l'ensemble des stratégies Sn, tout simplement parce qu'on ne peut déterminer l'utilité d'un joueur qu'en connaissant les actions de tous les autres joueurs. Et cela pourquoi? Tout simplement parce que l'action d'un joueur, elle impacte l'utilité des autres joueurs et vice-versa. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, l'action d'un joueur, elle impacte l'utilité des autres joueurs et vice-versa. Et donc, l'utilité qu'obtient un joueur est une fonction de S1, produit cartésien de S1 fois jusqu'à Sn, donc les produits cartésiens des ensembles de stratégies de tous les joueurs, vers R, parce que ça donne généralement une valuation réelle pour chaque joueur I. Donc, si on a un jeu à 2 joueurs, on peut le représenter par une représentation matricielle comme suit. Si le jeu est à plusieurs joueurs et qu'une représentation matricielle 4D n'est pas bien adaptée, n'est pas aussi efficace, on utilise cette forme textuelle. Et donc, on va définir l'ensemble de joueurs, l'ensemble de stratégies et les fonctions d'utilité pour chaque joueur. On notera S, un profil de stratégie composé de S1 jusqu'à Sn, où pour tout I, SI appartient à un grand S de I. Donc, SI, c'est la stratégie du joueur I. Grand S de I, c'est l'ensemble de stratégies du joueur I. Un profil de stratégie, donc c'est une information très importante. Un profil de stratégie, c'est un ensemble de stratégies, une pour chaque joueur. Je répète, un profil de stratégie, c'est un ensemble de stratégies, une pour chaque joueur. Donc, ici, un profil de stratégie, c'est par exemple XU. XU, c'est un profil de stratégie. XV, c'est un profil de stratégie. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de stratégies, une pour chaque joueur. XY, ce n'est pas un profil de stratégie, c'est l'ensemble des stratégies du joueur 1. X, Y, U, ce n'est pas un profil de stratégie parce que c'est un ensemble qui contient 2 stratégies pour le joueur 1 et une stratégie pour le joueur 2. Donc, un profil de stratégie, c'est comme comment on peut appeler un profil de stratégie. Un profil de stratégie, ça permet d'illustrer les actions entreprises par tous les joueurs. Donc, un profil de stratégie, ça permet d'illustrer les actions entreprises par tous les joueurs. Donc, c'est un ensemble qui contient ma stratégie à moi et les stratégies des autres joueurs. La stratégie que j'ai jouée, la stratégie des autres joueurs, ça s'appelle ensemble, ça constitue un profil de stratégie. Il faut bien distinguer entre stratégie, X, Y, U, V, ensemble de stratégies possibles ou espace de stratégie qui est le SI, qui est toutes les stratégies du joueur 1, toutes les stratégies possibles du joueur 2. Donc, par exemple, ici, c'est l'ensemble XY, c'est l'ensemble des stratégies du joueur 1. L'ensemble UV, c'est l'ensemble de stratégies du joueur V. Et le profil de stratégie, qui est un ensemble de stratégies, une par joueur, qui permet de dire quelle est la stratégie qui a été choisie pour chaque joueur. Et donc, si on a N joueurs dans le jeu, un profil de stratégie, c'est un ensemble de N stratégies, une par joueur. Est-ce que cela est clair? Est-ce que le terme profil de stratégie est clair pour vous? On passe maintenant à S-I. Donc, S, c'est un profil de stratégie. SI, c'est une stratégie du joueur I. S-I est le profil de stratégie autre que celle du joueur I. Donc, S-I, c'est un ensemble de stratégies pour tous les joueurs, sauf le joueur I. Ça permet, en fait, le S-I, ça permet de refléter l'action des autres. Je répète, SI, c'est ma stratégie. S, c'est l'ensemble des stratégies de tout le monde, y compris moi. S-I, c'est les stratégies des autres. C'est l'action des autres.
c'est ce que font les autres joueurs. Et donc, S-I, ça représente un ensemble de stratégies, une pour chaque joueur, sauf pour le joueur I, où c'est exclu. On note S, l'espace de stratégie de tous les joueurs. Donc, S, c'est le produit cartésien de tous les espaces de stratégie de chaque joueur. Est-ce que cela est clair ou pas? C'est un concept très important et donc il faut bien comprendre, il faut bien distinguer entre profil de stratégie, il faut bien distinguer entre profil de stratégie, stratégie d'un joueur et stratégie ou profil de stratégie autre que celle du joueur I. Donc, ce qu'on appelle le S-I. Et on utilise toujours cette notation-là. Et donc, à chaque fois que vous voyez une notation S-I, A-I, P-I, cela reflète les actions de tous les joueurs sauf le joueur I. Et donc, le joueur I, si vous voulez, il va se baser sur S-I pour décider ce qu'il va faire. Je répète, le joueur I, il va se baser sur S-I, sur les actions des autres, pour déterminer la meilleure action à prendre lui-même. Voilà, donc pour ce qui est de profil de stratégie, donc nous avons défini notre fonction d'utilité. Qu'est-ce que c'est une fonction d'utilité? Nous avons défini un jeu sous forme normale, nous avons défini une stratégie, un profil de stratégie. Et voici un jeu sous forme extensive. Un jeu sous forme extensive, nous avons le joueur 1. Il a deux actions possibles, X et Y. Ensuite, c'est le joueur 2 qui joue. Soit le joueur 2 joue S, soit il joue T. Quand le joueur 1 joue X, et quand le joueur 1 joue Y, le joueur 2, il joue soit U, soit V. Si le joueur 1 joue X et que le joueur 2 joue S, le joueur 1 obtient 4, le joueur 2 obtient 2. Si le joueur 1 joue X, que le joueur 2 joue T, le joueur 1 obtient 3, le joueur 2 obtient 1. Si le joueur 1 joue Y et que le 2 joue le U, le 1 obtient 2 et le 2 obtient 5. Si le joueur 1 joue Y, le joueur 2 joue V, le joueur 1 obtient 9, le joueur 2 obtient 0. Ceci dit, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, les joueurs n'ont pas forcément les mêmes stratégies. Les joueurs n'ont pas, dans tous les jeux, les joueurs ne disposent pas des mêmes stratégies ou des mêmes actions possibles. Par exemple, quand vous êtes dans un jeu, par exemple, quel jeu prendre, par exemple, si par exemple on prend le jeu d'échecs, par exemple, au cours du jeu, tous les joueurs n'ont pas les mêmes actions possibles. Par exemple, vous pouvez bouger votre dame. Alors, pour le joueur 2, s'il bouge sa dame, c'est un échec et mat, et donc il ne peut pas la bouger. Et donc, l'ensemble de stratégies de chaque joueur peuvent être le même. Donc, les joueurs peuvent avoir le même ensemble de stratégies ou espace de stratégie, comme ils peuvent avoir des espaces de stratégie différents. Aussi, selon un joueur, il peut avoir un espace de stratégie différent selon l'action d'un joueur. Donc, par exemple, si vous bougez votre fou, j'ai un ensemble de stratégies que je peux jouer. Si vous bougez votre tour, j'ai un autre ensemble de stratégies que je peux jouer. Et donc, l'ensemble de stratégies ou l'espace de stratégie peut évoluer au cours du temps. Cette représentation de jeu sous forme expansive, ça ne veut pas dire forcément que le joueur 1 joue avant le joueur 2. C'est juste une représentation sous forme d'arborescence qui permet d'illustrer le jeu, mais ça ne veut pas dire que le 1 joue avant le 2 ou que le joueur 2 observe ce que fait le joueur 1. Et donc, tout jeu sous forme normale peut se transformer en un jeu sous forme extensive. Dans ce sens-là, l'autre sens n'est pas toujours possible. Par exemple, ce jeu
sous forme extensive ne peut pas se transformer en un jeu matriciel, tout simplement parce que les actions du joueur 2 changent selon l'action du joueur 1 et donc on ne peut pas représenter ce jeu en forme matricielle. Par contre, tout jeu sous forme matricielle peut se transformer en un jeu sous forme normale. On peut aussi définir un jeu sous forme extensive en format textuel. Donc, on va définir l'ensemble de joueurs. On va définir l'ensemble de nœuds qui représentent les joueurs, les coups et les branches qui représentent les alternatives à chaque coup. Une fonction de nommage qui indique à chaque nœud quel est le joueur qui doit jouer. La fonction de valuation qui associe à chaque nœud terminal un vecteur de nombre qui représente les gains de chaque joueur. Et à la fin, une partition des nœuds en ensemble d'informations représentant les croyances qui peuvent être d'ailleurs imparfaites. Donc ici, c'est la représentation textuelle d'un jeu sous forme extensive. Il faut rappeler que les jeux séquentiels, c'est-à-dire les jeux dans lesquels on a un joueur qui joue après l'autre et qui observe les actions de l'autre joueur, on ne peut pas utiliser la forme normale, on doit utiliser la forme extensive pour voir l'hierarchie des joueurs et la séquentialité dans le jeu. Donc, à chaque jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque jeu sous forme extensive correspond à un jeu sous forme stratégique ou sous forme normale, dans lequel les joueurs choisissent simultanément les stratégies qu'ils vont mettre en œuvre. En revanche, un jeu sous forme stratégique peut correspondre à différents jeux sous forme extensive. Une stratégie est la spécification complète du comportement d'un joueur dans n'importe quelle situation. Donc, dans un jeu sous forme extensive, cela signifie donc pour chaque joueur un ensemble d'informations où c'est à ce joueur de jouer. Donc, c'est une autre définition d'une stratégie, mais une stratégie, c'est un ensemble d'actions à entreprendre dans chaque situation du jeu. Donc, je vous laisse essayer de trouver le jeu sous forme extensive qui correspond à ce jeu sous forme normale, pour voir si vous avez bien réussi à assimiler la différence entre jeu sous forme normale et jeu sous forme extensive. Donc, essayez sur un petit papier, un petit bout de papier, essayez de déterminer le jeu sous forme extensive qui correspond à ce jeu sous forme normale ou sous forme stratégique. Quand on va transformer un jeu sous forme normale à un jeu sous forme extensive, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire, ce jeu sous forme normale, il peut se transformer en un jeu où le joueur 1 joue avant le joueur 2, ou bien où le joueur 2 joue avant le joueur 1. On a deux possibilités, les deux sont correctes. Je propose de corriger cet exemple. Je vous donnerai après le temps pour le deuxième. Donc, voilà. On a ce jeu. Donc, on a deux joueurs. Le joueur 1, il a l'action G majuscule, D majuscule. Le joueur 2, il a l'action G minuscule, D minuscule.
Pour GG, nous avons 2 zéros, 2 pour le jour 1, 0 pour le jour 2. Donc, GG, nous avons 2 zéros. Pour GD, l'action G du jour 1, l'action D du jour 2, on a 2 moins 1. Donc, c'est 2 moins 1. Si le joueur 1 joue D, nous avons, et le joueur 2 joue G, on a 1, 0. Sinon, nous avons 3, 1 pour le joueur 1. Voici la correspondance sous forme extensive de ce jeu sous forme normale. Rien ne nous empêche de mettre le 2 en premier lieu et le 1 en second lieu. Ça va résulter ou ça va représenter le même jeu sous forme extensive. Maintenant, essayez de trouver le jeu sous forme normale qui correspond à ce jeu sous forme extensive. Donc, vous voyez, vous avez le joueur 1 qui joue ou bien U ou bien D, le joueur 2 qui joue ou bien U' ou bien D'. Voici le jeu sous forme normale qui correspond à ce jeu sous forme extensive. Donc, nous avons joueur 1, joueur 2. Donc, si le joueur 1 joue U, le joueur 2 joue U', nous avons 0, 0. Si le joueur 1 joue U, le joueur 2 joue D', nous avons 2, 1. Si le joueur 1 joue D, le joueur 2 joue U', nous avons 1, 2. Et dans le dernier cas, nous avons 3, 1. Donc, vous voyez, on peut transformer un jeu sous forme normale en un jeu sous forme extensive et vice-versa. Maintenant, est-ce que vous pouvez trouver le jeu sous forme normale qui correspond à ce jeu sous forme extensive? Donc, c'est juste qu'on a deux joueurs encore. Nous avons joueur 1, joueur 2, mais que à cette fois, chaque joueur, il a trois stratégies possibles, trois actions possibles. Je vous laisse donner des noms à chacune des actions possibles pour chaque joueur. Voilà donc le résultat. Donc, on suppose que le joueur 1, le joueur 1
pardon. Jour 1, il a des stratégies A, B, C en majuscule. Jour 2, petit a, petit b, petit c en minuscule. Là, puisque chaque joueur il a trois actions possibles, donc nous avons une matrice 3 fois 3. Ici, si le joueur 1 joue 1, le joueur 2 joue petit a minuscule, c'est 64, 64. Et donc, nous avons une entrée 64, 64. Si le joueur 2 joue B minuscule, c'est 54, 72. Pardon, c'est 54, 72, etc. Donc, voici le résultat de la transformation de ce jeu-là qui était sous forme normale en un jeu sous forme extensive. Est-ce que c'est clair ou pas? Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc je vous laisse transformer ce jeu sous forme normale en un jeu sous forme extensive. Entre-temps, je vais profiter pour faire une petite pause de 5 minutes et après, on reprend la dernière partie du cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les préparer. On y répondra juste après.
On reprend donc avec cette dernière partie. Donc, voici la représentation sous forme extensive du jeu pierre, papier, ciseaux. Je pense que vous avez tous réussi à obtenir cette forme-là sans grande difficulté. Voilà donc pour ce qui est de la définition d'un jeu, la définition des composants d'un jeu, c'est quoi une stratégie, c'est quoi un profil de stratégie, c'est quoi un profil de stratégie autre que le joueur I, c'est quoi la différence entre une stratégie et un profil de stratégie, c'est quoi une fonction d'utilité, c'est quoi la représentation d'un jeu sous forme extensive, sous forme normale, sous forme textuelle, et surtout comment on classifie un jeu en typologie, est-ce que c'est un jeu coopératif ou non, est-ce que c'est un jeu information complète ou incomplète, parfaite ou imparfaite, etc. Donc, je sais que cette partie, elle peut paraître lourde quand c'est une partie qui est pleine de nouvelles définitions, de nouveaux concepts et tout. Mais voilà, donc j'espère que les prochaines parties seront beaucoup plus simples et vous serez certainement beaucoup plus à l'aise. Voici, donc il y a d'autres exemples que vous pouvez voir dans le cours après. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples que vous pouvez voir et on verra d'autres en TD. On passe maintenant à la troisième partie du cours qui est la partie équilibre de Nash, critères de Pareto et stratégie mixte. Donc, on va passer maintenant à ce troisième chapitre et surtout découvrir l'équilibre de Nash qui a été proposé par John Nash. Donc, l'équilibre de Nash, c'est un concept clé et principal dans la gestion des jeux non coopératifs. Donc, les jeux non coopératifs, ce sont les jeux les plus étudiés. Le principe, il est simple, on détermine ce que les joueurs peuvent faire au cours du temps, les règles de jeu, et on recherche la stratégie optimale pour chaque joueur. Comme on a vu tout à l'heure, ce qui est optimal n'est pas toujours immédiat. Donc, tout à l'heure, pour l'Allemagne, ce qui est optimal était de voter Suisse et ce n'était pas immédiat, ce n'était pas trivial. Et donc, il faut faire attention que ce qui est optimal n'est pas aussi trivial. Ça dépend de ce qu'on pense être la stratégie optimale de l'adversaire. Donc, pour savoir quelle est notre stratégie optimale, il faut déterminer la stratégie qui sera entreprise par l'adversaire. Il y a des cas particuliers, comme par exemple les jeux à somme nulle, les jeux à 2 joueurs, dans lesquels tout gain d'un joueur est immédiatement récompensé par l'autre joueur. Donc, ce sont les jeux à somme nulle. Par exemple, le poker, etc. L'équilibre de Nash, c'est l'outil le plus important dans la théorie des jeux. L'équilibre de Nash se produit lorsque le choix stratégique de chaque joueur est sa meilleure réponse au choix stratégique des autres joueurs. Un équilibre de Nash, c'est un état dans lequel aucun joueur ne souhaite modifier sa stratégie. Pour cela, on l'appelle un équilibre, étant donné les stratégies adoptées par les autres joueurs. C'est ça la différence avec les autres types d'équilibres qui existent. Donc, je répète, un équilibre de Nash est un état dans lequel aucun joueur ne souhaite modifier sa stratégie, et pour cela qu'on l'appelle un équilibre, étant donné les stratégies adoptées par les autres joueurs, et c'est ça qui est différent par rapport aux autres équilibres. Donc, ici, avec l'équilibre de Nash, aucun joueur ne souhaite modifier sa stratégie si tous les autres ne changent pas leur stratégie. Rien n'empêche que tous les joueurs changent ensemble pour gagner. Et donc, c'est ça la différence entre l'équilibre de Nash et les autres types d'équilibre. Chaque stratégie est une meilleure réponse aux stratégies des autres joueurs. Donc, c'est une autre définition de l'équilibre de Nash. D'ailleurs, il y en a plusieurs définitions de l'équilibre de Nash. La plus courante, c'est qu'à l'équilibre de Nash, aucun joueur n'a intérêt
intérêt en termes d'utilité, c'est-à-dire en termes de fonction objective. Donc, en termes d'utilité, aucun joueur n'a intérêt de dévier unilatéralement, c'est-à-dire tout seul, de l'équilibre de Nash. C'est-à-dire, à l'équilibre de Nash, si un joueur change de stratégie tout seul, son utilité va décroître obligatoirement, donc va être inférieure ou égale à son utilité à l'équilibre de Nash. À mon avis, c'est la définition la plus simple de l'équilibre de Nash. Donc, l'équilibre de Nash, c'est une situation attendue ou probable lorsque les joueurs interagissent de manière stratégique. Si on est à l'équilibre de Nash, aucun joueur n'a intérêt de dévier unilatéralement de cette situation. Aucun joueur n'a moyen d'agir individuellement pour améliorer ses gains. C'est une autre définition de l'équilibre de Nash. Une fois l'équilibre de Nash atteint, il n'y a aucune raison pour les joueurs de quitter l'équilibre de Nash. Donc, c'est pour cela, encore une fois, qu'on l'appelle l'équilibre. Donc, il y a plusieurs définitions de l'équilibre de Nash. Vous pouvez retenir celle que vous voulez. La seule chose qu'il faut… il y a trois choses à retenir pour l'équilibre de Nash. L'équilibre de Nash, c'est une situation pour tous les joueurs. C'est une situation que les joueurs, un par un, ne peuvent pas la quitter sans voir décroître leurs utilités s'ils dévient unilatéralement, c'est-à-dire s'ils changent tout seuls de stratégie. Et rien n'empêche qu'une déviation de plusieurs joueurs ensemble n'augmente pas les gains des joueurs. Voilà. Donc, on revient à notre dilemme de prisonnier. Donc, la représentation sous forme normale ou matricielle de notre jeu de dilemme de prisonnier est la suivante. Nous avons joueur 1, qui est le prisonnier 1, joueur 2, le délinquant numéro 2. Nous avons deux stratégies pour chaque joueur, avoue, nier. Si les deux avouent, ils obtiennent 5-5. Si les deux nient, ils obtiennent 0-7, 7-0. Et si les deux nient, ils obtiennent 1-1. Donc ici, dénonce, qui était l'issue du jeu. Donc nous avons déterminé qu'à l'issue du jeu, les deux joueurs vont se dénoncer mutuellement. On voit maintenant que avoue, c'est un équilibre de Nash. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les joueurs ont convergé, tout à l'heure, à l'issue du jeu, les joueurs ont convergé vers l'équilibre de Nash. L'issue du jeu qu'on a trouvé tout à l'heure, on vient de voir que c'est un équilibre de Nash. Et je vais vous montrer comment on détermine que 5-5 est un équilibre de Nash. À cette situation, donc, avoue, on est à l'équilibre de Nash. Pourquoi? Est-ce que le joueur 1 peut dévier de l'équilibre? Est-ce qu'il peut changer de avoue à ni? Non, parce que quand il passe de avoue à ni, il passe de 5 à 7 et donc son utilité va décroître. Ici, on est en train de minimiser. Rappelez-vous bien que 5 et 7, ce sont des années de prison. Et donc, le moins on a d'années de prison, le mieux ou meilleur est notre fonction d'utilité. Et donc, le joueur 1, quand il change son utilité, quand il change son action de avoue à ni, dans ce cas-là, il passe de 5 à 7 et donc son utilité va baisser. Et donc, il n'a pas intérêt, le joueur 1, de quitter cette situation. Le joueur 2, quand il change de avoue à ni, il passe de 5 à 7, pareil. Et donc, il n'a pas intérêt de quitter la situation avoue. Et donc, on dit que 5-5 ou avoue, c'est un équilibre de Nash, tout simplement parce qu'aucun joueur n'a intérêt de dévier unilatéralement de l'équilibre. Par contre, si les deux joueurs changent mutuellement ou en même temps de stratégie, donc si le joueur 2 nie et le joueur 1 nie, on passe de 5 à 1 et on passe de 5 à 1 et donc c'est profitable. Donc, l'équilibre de Nash ne veut pas dire que les joueurs ont la meilleure utilité. Ça veut simplement dire qu'à l'équilibre de Nash, aucun joueur ne peut changer tout seul
de stratégie est gagné. Je répète, l'équilibre de Nash, cela veut dire qu'aucun joueur ne peut changer tout seul de stratégie et gagner. Est-ce que cela est clair pour vous ou pas? Je répète, est-ce que c'est clair pour vous? Bien. Il ne faut surtout pas oublier qu'à l'équilibre de Nash, on parle toujours de déviation unilatérale, c'est-à-dire déviation par un seul joueur. On suppose que tous les autres gardent leur stratégie et je vois ma stratégie à moi, est-ce que quand je change, je gagne ou pas? Si en changeant, je gagne, ce n'est pas un équilibre de Nash. Si en changeant vers une autre stratégie, je perds, on est dans une situation d'équilibre de Nash si c'est vrai pour tout le monde. Si ici, on est dans un équilibre de Nash parce que, ou 5-5, ou à vous, c'est un équilibre de Nash, parce que si le joueur 1 change, il perd, et si le joueur 2 change, il perd. Donc, ça doit être valable pour les deux joueurs, et d'une façon générale, ça doit être vrai pour tous les joueurs. Je répète, cette condition, quand on quitte unilatéralement l'équilibre, on perd, ça doit être vrai pour tous les joueurs pour que cette situation soit appelée équilibre de Nash. Non, ni, ce n'est pas un équilibre de Nash et je vous montre pourquoi. Supposons qu'on est dans cette situation de ni. Le joueur 2, quand il dévie de sa stratégie ni, quand il change de ni à vous, il passe de 1 à 0 et donc il augmente son utilité. En quittant l'équilibre tout seul, il arrive à maximiser son gain et donc ni n'est pas un équilibre de Nash. Pareil pour le joueur 1, quand il change tout seul de ni à vous, il passe de 1 à 0 et donc il maximise son gain et donc 1 ou ni n'est pas un équilibre de Nash. Vous voyez quel genre de vérification il faut faire à chaque fois pour vérifier si on parle d'un équilibre de Nash ou pas. Donc, on peut le faire aussi pour le 0,7 et pour le 7,0. Donc, pour le 7,0, le joueur 1, quand il change de ni à vous, il passe de 5 à 7 et donc il maximise son gain, il augmente son gain et donc ce n'est pas un équilibre de Nash. Et pour le 0,7, c'est pareil. Le joueur 2, quand il passe à vous, il baisse le nombre d'années de prison de 5 à 7 et donc il augmente son utilité et donc ni à vous n'est pas aussi un équilibre de Nash. Est-ce que c'est clair? Regardons maintenant ce jeu sous forme normale qui s'appelle la bataille de sexe. Donc, vous et votre copine ou votre copain, vous avez commencé à discuter de ce que vous allez faire le soir. Il ou elle veut regarder un match de foot, l'autre veut plutôt aller à un concert. Si les deux se mettent d'accord sur match de foot, le joueur 1 est très satisfait parce qu'il veut regarder le match de foot. Le joueur 2 est moins satisfait, mais quand même c'est mieux, est moins satisfait parce que au moins l'autre joueur est satisfait de 1 et de 2, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. S'ils se mettent d'accord sur concert, c'est plutôt le joueur 2 qui est satisfait parce que ou le deuxième membre du couple est satisfait parce qu'il va assister au concert. L'autre membre, il est moins satisfait, mais quand même, son utilité n'est pas zéro parce que son utilité est zéro quand il y a bagarre. Parce que si le joueur 1 persiste pour concert et le joueur 2 persiste pour match de foot, là, on a une bagarre, on a une dispute parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et pareil ici. Donc, si on considère que dispute
aux bagarres, ça vaut 0. Se mettre d'accord sur quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, ça doit forcément être mieux qu'une dispute, et donc c'est 1, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut vraiment faire. Donc ici, c'est un jeu très connu qui modélise une bataille de sexe. Ça s'appelle aussi un jeu de coordination, c'est-à-dire si les joueurs arrivent à se coordonner sur un même choix, ils gagnent. Si ils n'arrivent pas à se coordonner sur un même choix, ils vont perdre. Pour ce jeu-là, est-ce que vous pouvez déterminer l'équilibre de Nash ou pas? Pour déterminer l'équilibre de Nash, pourquoi non? Tout simplement, il faut tester les situations une par une et voir si un joueur a intérêt de dévier ou pas. Pour Véronique, aucun état ne peut maximiser le gain de chaque joueur. Ce n'est pas la définition de l'équilibre de Nash. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets cet exemple chaque année, pour enlever cette ambiguïté. L'équilibre de Nash n'a pas pour but de maximiser le gain de chaque joueur. Ce n'est pas vrai. L'équilibre de Nash, c'est juste une situation qu'aucun joueur ne peut la quitter tout seul, individuellement. Cela ne veut pas dire que ça maximise le gain du joueur. De toute façon, tout à l'heure, avec le dilemme de prisonnier, 5-5 n'était pas une situation qui maximise l'utilité d'un joueur ou de l'autre. Pour Manon, c'est vrai. Foot, c'est un équilibre de Nash. Et concert, c'est un équilibre de Nash. Ici, nous avons 2 équilibres de Nash. Prenons match de foot. Nous avons 2 pour le joueur 1 et 1 pour le joueur 2. Si le joueur 2 change de stratégie, il perd, il passe de 1 à 0. Si le joueur 1 change de stratégie, il passe de 2 à 0. Donc 2-1 au foot, c'est un équilibre de Nash. Passons maintenant à concert. Si le joueur 2 change de stratégie, il passe de 2 à 0, il perd. Si le joueur 1 change de stratégie, il passe de 1 à 0, il perd. Et là, on a concert ou 1-2, c'est aussi un équilibre de Nash. Et même, logiquement, c'est vrai, parce que quand on est dans une situation de coordination, on s'est mis d'accord soit sur un match de foot, soit sur un concert. Si je change d'avis tout seul, je vais créer une dispute, on va tous perdre. Et donc, changer d'avis tout seul, ce n'est pas profitable. Changer tous les deux, oui, ça peut augmenter mon utilité à moi, mais changer tout seul, ce n'est pas du tout profitable. Et donc, concert, match de foot, c'est un équilibre de Nash. Maintenant, concert, match de foot, est-ce que c'est un équilibre de Nash? Donc 0-0, non, parce que le joueur 1, quand il change de stratégie, il passe de 0 à 2. Et donc, une déviation est possible de cette situation, concert, match de foot, et donc ce n'est pas un équilibre de Nash. Pareil pour concert, et donc, match de foot, c'est un équilibre de Nash, concert, c'est un équilibre de Nash. Quel est le sens de l'utilité dans cet exemple? Très bonne question. Le sens de l'utilité, c'est toujours joueur 1, joueur 2. L'utilité du joueur 1, l'utilité du joueur 2, l'utilité du joueur 1, l'utilité du joueur 2, l'utilité du joueur 1, l'utilité du joueur 2, etc. Et donc, le joueur 2, il choisit soit match de foot, soit concert. Quand il choisit match de foot et que le joueur 1 choisit match de foot, son utilité, c'est 1. C'est 1. Sinon, s'il choisit concert, son utilité, c'est 0. Donc, pour le joueur 2, c'est toujours le deuxième chiffre à regarder. Pour le joueur 1, c'est toujours le premier chiffre. Donc, pour le joueur 1, c'est soit concert, quand l'autre choisit match de foot. Quand il choisit concert, c'est 0. Quand il choisit match de foot, c'est 2. Je ne sais pas si c'est plus clair ou pas, mais c'est juste une convention
le premier chiffre, c'est l'utilité du jour 1. Le deuxième chiffre, c'est l'utilité du jour 2. Et le jour 1, il a une première action, une deuxième, le jour 1, il a une première action, une deuxième action. Le jour 2, il a une première action, une deuxième action. J'attends l'autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux comprendre qu'il y a des concepts qui ne sont pas… quand on va de 1 à 0, l'utilité diminue. Non, l'utilité diminue. Oui, quand on va de 1 à 0, l'utilité diminue, bien entendu. Pour Malik, oui. Mais quand est-ce qu'on va de 1 à 0? C'est quand on change, par exemple, le jour 1, quand on est dans cette situation et le jour 1 change, il va passer de 1 à 0. Et donc, il n'a pas intérêt de quitter cancer. Tout simplement parce que ici, c'est le sens même de la fonction d'utilité. Est-ce qu'on veut maximiser ou minimiser? La fonction d'utilité ici, c'est une fonction positive et donc on veut la maximiser. Et donc 1, c'est meilleur que 0. Et 2, c'est mieux que 1. Tout à l'heure, dans le dilemme de prisonnier, les chiffres, c'était des années de prison. Et donc 0, c'est mieux que 1, et 1 meilleur que 5, et 5 meilleur que 7. Et donc, dans l'exemple du dilemme de prisonnier, l'utilité, c'était un coût à minimiser. Dans la bataille de sexe, l'utilité, c'est un gain à maximiser. Et donc, c'est pour cela qu'il faut définir, quand on définit la fonction d'utilité, on définit si c'est une fonction à maximiser, parce que c'est un gain positif, ou plutôt c'est une fonction à minimiser parce que c'est un coût négatif. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la différence entre coût et gain. Si on veut maximiser à tous les coups, il n'y a pas de souci. Il faut prendre l'opposé des utilités. Donc, on mettrait moins 7, moins 5, moins 1 pour les années de prison. Et donc, on va maximiser dans ce cas-là. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, soit on détermine au début la fonction d'utilité, elle est à maximiser ou à minimiser, soit on fait en sorte qu'on maximise à tous les coups. Et dans ce cas-là, quand c'est un coût, on le multiplie par un signe moins. Et quand c'est un gain, on le laisse tel qu'il est. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, dans le dilemme de prisonnier, voilà, dans le dilemme de prisonnier, quand on passe de 5 à 7, on passe de 5 années de prison à 7 années de prison, on diminue l'utilité, bien entendu. Si on veut maximiser à tous les coups, on va multiplier toutes les utilités comme ce sont des coups, on les multiplie tous par moins 1. Et donc, on aura moins 5, moins 5, moins 7, 0. Et donc, c'est clair que moins 5 est supérieur à moins 7. Et 0 est supérieur à moins 5, et 0 est supérieur à moins 1, et moins 1 est supérieur à moins 5, etc. Donc, voilà. Soit on sait que ces valeurs-là sont des coûts et donc sont à minimiser, et donc on cherche à minimiser c'est la matrice, ou bien on multiplie les coûts par moins 1, les gains on les laisse positifs, les coûts on les multiplie par moins 1 et comme ça on maximise. Ça ne change rien.
Donc voilà le résultat de bataille de sexe. Maintenant, dans ce jeu, est-ce que vous pouvez déterminer l'équilibre de Nash? C'est un jeu à maximiser. Donc, ce sont des gains. Et donc, on cherche à maximiser l'utilité. C'est un exemple qui n'est pas trivial, donc je vous laisse un peu de temps pour essayer de le faire. Donc, vous pouvez tester une par une les différentes situations. Oui, pour Vincent. Je laisse les autres continuer la vérification. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équilibre de Nash, tout simplement, parce que S1, T1 n'est pas un équilibre de Nash, parce que si le joueur 1 joue S1, le joueur 2 préfère T2, parce que quand le joueur 1 joue S1, le joueur 2 n'a pas intérêt de jouer T1, puisque, attendez, S1, T1, c'est 1, 3. Non, c'est inverse. En fait, c'est pas bon ce que j'ai écrit ici. Quand le joueur 1 joue S1, quand le joueur 2 joue T1, le joueur 1 préfère jouer S2 parce qu'il passe de 1 à 5. Dans cette situation S2, T1, le joueur 1 le joueur 2 préfère changer pour passer de 0 à 4. Donc 5-0 n'est pas un équilibre de Nash. Quand on est dans cette situation 2-4, le joueur 1 souhaiterait changer parce que quand il change de S2 à S1, il passe de 2 à 3. Et quand on est dans cette situation-là, le joueur 2, il gagne en changeant à T1 parce qu'il obtient 3 à la place de 1 et vice-versa. Donc, aucune des situations n'est un équilibre de Nash. Et donc là, ce qu'il faut retenir, il y a des situations où on n'a pas d'équilibre de Nash, il y a des situations où il y a un seul équilibre de Nash et il y a des situations où il y a plusieurs équilibres de Nash. Maintenant, quand on n'a pas d'équilibre de Nash, il y a d'autres concepts de solutions proposés aussi, qui ont été aussi proposés par John Nash lui-même. Donc, c'est un autre type d'équilibre de Nash qu'on verra la prochaine fois, qui permettra de résoudre ce type de jeu. Donc,
quand vous recherchez un équilibre de Nash, il ne faut pas s'étonner si vous ne trouvez pas d'équilibre, mais afin de déterminer, et si vous trouvez un équilibre de Nash, il ne faut pas s'arrêter parce qu'il peut y avoir plusieurs, comme c'était le cas pour la bataille de sexe. Et donc, quand vous recherchez un équilibre de Nash, il faut vérifier toutes les situations possibles, toutes les combinaisons de stratégies, tous les profils de stratégie possibles. Et si vous terminez tous les profils de stratégie possibles et que vous ne trouvez pas d'équilibre de Nash, ne soyez pas étonnés, c'est possible, ça peut y arriver. Est-ce qu'il y a des questions? Pour déterminer s'il existe un équilibre. Oui, ne vous inquiétez pas. Il y a des procédés pour déterminer s'il existe un équilibre. Le premier procédé, c'est simple, c'est de rechercher manuellement, prendre chaque, comme j'ai fait tout à l'heure ici, donc prendre T1, S1 et voir si on peut dévier. Oui, parce qu'on change de S1 à S2, on passe de 1 à 5, etc. Mais il y a une autre méthode analytique, c'est-à-dire on va transformer ce jeu en un ensemble d'équations. On va chercher, en dérivant ces fonctions, on va chercher quel est le point d'intersection entre les deux équations pour déterminer l'équilibre de Nash. Ça, on le verra dans les prochaines séances, mais oui, il y a un procédé qui nous permet de déterminer l'équilibre. Tout simplement parce que déterminer l'équilibre de Nash manuellement, c'est simple quand on a deux joueurs, deux actions. Mais imaginez que vous avez une centaine de joueurs et chaque joueur il a 30 stratégies possibles. Là, manuellement, ça devient voire impossible de faire ça. Et donc, il y a des procédés analytiques en faisant des études de fonctions afin de déterminer le ou les équilibres de Nash. Donc, ça permet de déterminer tous les équilibres de Nash. Donc, oui. Mais voilà, il faut comprendre comment ça marche manuellement avant de chercher à le faire analytiquement. Et donc, en première étape, c'est ça. Pour les échecs, ça peut s'appliquer, sauf que le jeu d'échecs, c'est un jeu très compliqué et pas du tout simple à résoudre mathématiquement. D'ailleurs, autrement, ça serait beaucoup très simple. La particularité du jeu d'échecs, c'est que l'ensemble de stratégies change à chaque étape du jeu et donc ça, c'est très contraignant. Donc, quand l'autre joueur joue un coup, tout le jeu change, c'est comme si on a un nouveau jeu. Et donc ici, résoudre ça analytiquement, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ordinateur a gagné uniquement en se basant sur l'intelligence artificielle, donc en se basant sur l'apprentissage. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Si vous voulez, on discutera de ça un autre jour. Mais pour le moment, oui, ça peut s'appliquer sur les jeux d'échecs. Mais rappelez-vous bien, on peut tout modéliser, mais on ne peut pas tout résoudre. C'est-à-dire mettre un problème sous forme d'équation, oui, c'est possible. Être capable de résoudre l'équation, pas sûr dans tous les cas. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, modéliser les jeux d'échecs, oui, on peut le faire. Cette modélisation, est-ce qu'on peut la résoudre et déterminer la solution? Non, à mon avis, non, on ne pourra pas. D'ailleurs, d'au moins pour le moment, on peut pas. On n'a pas les outils nécessaires pour le faire. Par contre, pour un jeu moins compliqué, oui, on peut le modéliser sous forme d'équation. Et oui, on peut résoudre ces équations. Et oui, on peut déterminer les équilibres de Nash analytiquement. Ça peut se calculer à la main en résolvant l'équation, comme ça peut être déterminé par un algorithme simple. D'ailleurs, quand vous avez un système d'équation de second degré, bah, il suffit de déterminer le delta pour trouver les racines de l'équation. D'autres questions? Comment ça se passe
les notes de cette UE. J'ai dit ça au début, il y a un écrit et il y a un TP et la note, c'est le TP fois 1,5 plus l'écrit fois 1,5. Donc, la moitié de note, c'est le TP, l'autre moitié, c'est l'écrit. Pour le TP, vous aurez un grand TP sous forme de projet. Donc, vous aurez un projet au début et chaque séance de TP, on va le faire, on va avancer dessus. Et à la fin, il y aura une évaluation sur le projet qui est à faire pendant les heures de TP. Donc, ce n'est pas à faire à l'extérieur. Vous pouvez travailler dessus sur votre temps libre, mais ce n'est pas exigé. Donc, on va le faire pendant les heures du TP et je vous laisse choisir le langage que vous voulez. Le but n'étant pas d'apprendre un langage bien spécifique, donc le but étant de mettre en application ce qu'on fait en théorie des jeux. Donc, je vous laisse libre choix de choisir le langage que vous voulez. De toute façon, je viendrai vers vous en support pour vous aider sur la partie théorie des jeux. Je pense que vous êtes assez mature pour s'en sortir dans les langages de programmation et donc vous choisissez le langage de programmation que vous voulez. Ça, je ne sais pas encore. J'attends des informations. J'attends voir avec Emmanuel pour finaliser l'emploi du temps, finaliser les groupes. Mais pour le moment, est-ce que ça sera par groupe ou pas? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé. Pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai pas encore décidé. Ça commencera quand? Certainement pas dans l'immédiat, au moins dans un mois, parce qu'il faut qu'on avance un peu sur le cours et sur le TD pour que tous ces concepts soient bien assimilés avant d'entamer les TP, et c'est tout à fait normal. Donc, ça ne sera pas avant 4 ou 5 semaines. Des groupes de combien? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé, ça sera des groupes de combien. J'attends de voir déjà si on va faire les TP en présentiel ou pas pour pouvoir décider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été lourd pour vous ni trop compliqué. Et je réitère mon souhait que vous posez les questions. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et c'est aussi